organisé par le réseau TRISE sur le thème de l'adaptation en général. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation avec un grand spécialiste du sujet qui est Pierrick de Ronne, patron de Biocoop que évidemment tout le monde connaît. Un petit mot pour vous rappeler ce qu'est le réseau TRISE. Le réseau TRISE est un réseau d'experts d'une trentaine de compétences différentes qui partagent la même éthique et qui s'inscrivent dans la transformation du modèle dans lequel nous vivons. Je vais donc avoir le redoutable privilège de commencer et Pierrick continuera et nous aurons bien entendu et comme d'habitude le moment des questions. Alors, il est clair que ce sujet est un sujet très important parce que l'impact du changement climatique sur l'alimentation est considérable. Il est considérable à de nombreux niveaux. D'abord au niveau de la question de l'eau, c'est-à-dire de la sécheresse et des modifications que celle-ci, bien entendu, induit en matière d'alimentation. Je rappellerai qu'au 28 février 2023, 5 départements sont placés en alerte renforcée sur une partie de leur territoire et un autre, la Savoie, est en état de vigilance et nous sommes en manque d'eau à une période de l'année où, logiquement, nous n'avons aucun problème de cet ordre et au contraire où les nappes se reforment. D'où, bien sûr, la question de changer nos modes agriculturaux, tout simplement parce que on ne peut pas continuer à irriguer comme on le fait, bien entendu, et cela implique par conséquent des modifications de nature agronomique et probablement aussi de choix de semences. C'est un problème que nous avons en France, c'est un problème qui est planétaire puisque aujourd'hui 40% de l'alimentation mondiale est une agriculture irriguée qui se fait sur moins de 20% des terres. Donc, on peut avoir une irrigation de résilience ou de sécurité, mais surtout aller vers des pratiques agroécologiques en système irrigué et avoir des systèmes qui sont plutôt des systèmes de goutte à goutte et beaucoup plus économes. Voilà le premier volet et qui est bien entendu partagé par tout le monde agricole qui s'inquiète, qui veut faire des méga-bassines et nous savons les conséquences de ces retenues d'eau lorsque surtout elles ne sont pas alimentées par les eaux pluviales mais essentiellement par le pompage des nappes phréatiques, ce qui signifie un problème de partage d'eau totalement évident et ça ne s'inscrit évidemment pas dans la durée. Le deuxième grand problème, c'est la perte de biodiversité et ses conséquences. La perte de biodiversité est majeure. Je ne reviens pas sur la situation catastrophique des insectes et différentes espèces. Aujourd'hui, il faut savoir que 80% de nos apports alimentaires viennent de 12 espèces végétales et de 5 espèces animales. Et tous nos aliments, bien entendu, viennent de la biodiversité. Donc, c'est un enjeu majeur à prendre en considération pour l'alimentation humaine et animale. Et bien sûr, cette perte de biodiversité, mais je laisse le sujet à Pierrick, qui le traitera infiniment mieux que moi, a des conséquences considérables sur la qualité des aliments que nous consommons. Le troisième effet, c'est la réduction inéluctable des pesticides chimiques. La France a dans ce domaine un retard considérable. Les plans phyto s'ajoutent aux plans phyto sans que ça change pas grand-chose. Madame Borne a annoncé le lancement d'un nouveau plan d'alternative aux produits phytosanitaires les plus importants. Pourquoi est-ce que c'est essentiel? D'abord parce que les pesticides sont des émetteurs de gaz à effet de serre avec le protoxyde d'azote. Et en second lieu, parce que les conséquences en termes de santé publique des pesticides ne sont plus à mettre en évidence. Donc, il faut absolument que nous arrivions
à nous sortir de ce guêpier dans lequel malheureusement nos agriculteurs sont, pour grand nombre d'entre eux, totalement enfoncés, pour passer à un autre type d'agriculture qui est indispensable. Enfin, quatrièmement, impact du changement climatique, c'est les migrations et la transformation des espèces. Tout ceci a des conséquences sur notre alimentation. Les espèces animales migrent dans d'autres zones. Les espèces, que ce soit les oiseaux ou les poissons, donc ça a évidemment des conséquences, même si on ne mange heureusement plus beaucoup les oiseaux, mais les poissons, oui, pour ceux qui ne sont pas végétariens ou véganes. Et par conséquent, la migration des poissons a des conséquences sur notre alimentation. Donc, tout ce que je viens de dire, c'est l'impact du dérèglement climatique, et ce dit de manière très rapide, sur l'alimentation. Mais l'alimentation est aussi un facteur de lutte contre le dérèglement climatique. Pourquoi? Je le disais il y a un instant, en France, l'agriculture contribue à environ 76% des émissions de méthane, essentiellement liées à la transformation des produits azotés répandus sur les terres agricoles. Et donc, cette fertilisation azotée a une contribution vraiment considérable aux émissions de gaz à effet de serre, et donc il est tout à fait essentiel que nous la réduisions. Il y a le méthane et il y a le protoxyde d'azote. Je soulignais que 122 000 tonnes de méthane sont émises par l'agriculture, c'est-à-dire ça représente 90% des émissions nationales, donc c'est quand même absolument énorme. Les pesticides, donc parler du méthane, donc on sait que c'est un produit de décomposition de la matière organique, c'est 37% lié à l'élevage, et le reste est lié aux activités humaines. Or, le méthane est un gaz à effet de serre particulièrement préoccupant puisque son pouvoir forçatif, c'est-à-dire l'effet qu'il a sur le climat, est de l'ordre de 25 fois celui de la tonne de carbone. Mais l'alimentation, c'est aussi un véritable vecteur d'adaptation au dérèglement climatique, et notre participant de ce jour, M. Deronne, sera beaucoup plus calé que moi pour expliquer ça. Juste quelques mots pour l'introduire. La part d'abord de l'agriculture biologique dans l'Union européenne qui progresse, mais malheureusement pas suffisamment chez nous. Nous avons dans l'Union européenne près de 350 000 producteurs bio et 78 000 transformateurs bio. Le marché bio dans l'Union européenne est en croissance, pas suffisamment chez nous, avec principalement l'Allemagne qui est beaucoup plus productrice que nous et en pourcentage augmente infiniment plus que nous, et nous ne sommes pas dans les 3 pays ayant la plus forte croissance en termes de bio, puisque c'est l'Allemagne, l'Autriche et l'Irlande qui sont en tête de pont, si je puis dire, sur ce sujet. Alors, pourquoi est-ce que la puissance du bio participe de cette adaptation au dérèglement climatique? Tout simplement parce que la manière dont elle travaille est beaucoup plus protectrice des ressources, beaucoup plus protectrice de la terre, et donc beaucoup moins émettrice de gaz à effet de serre, et en même temps beaucoup plus riche en termes qualitatifs pour les consommateurs. Donc le bio, mais aussi réfléchir sur les transformations auxquelles nous devons procéder. Le maïs, par exemple, qui est du reste produit de manière très majoritaire en faveur du bétail, est une céréale qui consomme énormément d'eau. Donc, d'abord, premièrement, l'élevage, le bétail, la viande
est appelé à voir sa consommation réduite dans les années qui viennent, et d'ailleurs le mouvement est déjà enclenché, donc ça devrait entraîner moins de consommation de maïs, mais de toute façon, il y a une réflexion à mener sur d'autres types que le maïs, qui nécessite pour la production d'1 kilo 500 litres d'eau, donc c'est quand même absolument gigantesque. Mais les céréales, le blé ou l'orge consomment également beaucoup d'eau, et même probablement plus que le maïs. Donc certains agriculteurs changent leur mode de travail, leur méthode agronomique, en essayant par exemple de semer plus tôt pour récolter plus tôt, ce qui est tout à fait compatible, je dirais, avec l'évolution climatique, et qui permet donc d'éviter les grandes sécheresses de la fin à partir du mois de juillet, dont nous avons vu l'année dernière les effets délétères qu'elles pouvaient savoir. Et puis nous devons réfléchir de manière plus large, et je terminerai là-dessus, sur notre bol alimentaire et l'adaptation de ce bol alimentaire au changement de température. L'alimentation, elle nous aide à nous adapter nous-mêmes aux températures ambiantes, et donc il faut favoriser les aliments qui permettent une meilleure thermorégulation du corps, par exemple les aliments riches en eau, hein, et de manière générale d'adapter notre alimentation aux conditions météorologiques. On sait très bien que quand il fait très chaud, on ne mange pas la même chose que quand il fait très froid. Et donc, nous adapter dans la durée à ces transformations qui sont bien sûr indispensables pour que notre corps lui-même puisse s'adapter à ces transformations. Je terminerai en disant que l'alimentation est donc un élément majeur de la réflexion sur l'adaptation au dérèglement climatique, tout simplement parce qu'elle est très impactée par ce dérèglement climatique, mais aussi parce qu'elle permet une adaptation à ce dérèglement climatique. Voilà, et je passe la parole sans plus tarder à Pierrick Deronne, que je remercie encore une fois d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Merci beaucoup Corinne, j'espère que vous m'entendez bien. Ton micro n'est pas mis, Pierrick. Eh ben voilà, donc c'est... Mais on vous entend. Ah, vous m'entendez? Oui, oui. Bon, ah, pardon, ok. Parfait, parce qu'en fait j'ai dû me brancher sur le téléphone pour le son, donc si ça vous va. Alors moi je vous entends, mais on n'entend toujours pas. Madame Lepas, je ne vous entends pas, je crois. Moi je vous entends bien avec le téléphone. Ben, je ne sais pas comment faire, parce que je suis sur appel téléphonique dans l'audio. On n'entend pas. Oui. Je ne sais pas comment faire, là, je suis un peu perdu. Si vous ne m'entendez pas, je ne sais pas si c'est que Corinne qui ne m'entend pas. Oui. Je ne sais pas régler le problème. Pour activer les commandes de son. Si, les participants nous disent qu'ils vous entendent. Ah, donc il n'y a que Corinne qui ne m'entend pas. Donc je vous laisse voir avec Corinne et je commence. Oui, je vais voir très bien. Ça marche pas. Alors, du coup, je vais démarrer ce propos, puis après, je pense qu'il y aura un échange. Donc, dans la continuité de ce qu'a évoqué Corinne, hein, je pense que l'introduction était évidemment parfaite et importante. Pour revenir un petit peu sur aussi pourquoi on en est là aujourd'hui sur l'alimentation, c'est que après guerre, on est parti dans une dynamique et une dynamique productiviste. Alors effectivement portée par la question du manque. Donc dans le modèle agricole, il a fallu produire beaucoup pour répondre à des questions de manque. On manquait de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est ce système-là qui est questionnable et à questionner à mon sens, parce que après des décennies de mécanisation,
d'engagement de pesticides, etc. On se retrouve aujourd'hui dans un système agroalimentaire qui représente 30% des gaz à effet de serre, 80% de la déforestation et 70% de l'utilisation de l'eau douce. Donc c'est à la fois un des problèmes posés et à la fois la solution. C'est-à-dire qu'en transformant notre modèle agricole et, j'y reviendrai, au final, notre modèle alimentaire, on arrivera, en tout cas, on peut avoir un impact important sur notre capacité à nous adapter et potentiellement aussi à réparer et à transformer. Mais aujourd'hui, on est dans un non-sens. Dans notre modèle agricole, un non-sens nutritionnel. On voit bien qu'il y a effectivement de l'obésité forte dans les pays notamment développés. On a un régime alimentaire qui est très impactant, notamment avec une surabondance de viande. C'est un non-sens économique parce qu'on rentre dans des phases de surproduction de manière de plus en plus fréquente et donc avec un appauvrissement notamment de nos paysans et du monde agricole. Un non-sens social parce qu'on voit bien que l'autosuffisance individuelle ou la surconsommation individuelle a amené aussi à une forme de crise de l'entraide et du collectif. Après, il faut le caractériser, mais effectivement, on voit de moins en moins d'engagement. Et ce non-sens écologique qu'a rappelé Corinne en propos introductifs et qui évidemment pose beaucoup de questions. Et en parallèle de cette logique productiviste et d'abondance, on est rentré dans une logique d'ultra-consommation, de surconsommation, portée aussi par des produits ultra-transformés, notamment avec nos libérateurs après-guerre qui nous ont amené les M&M's et compagnie, et qui ont, et cette consommation surconsommation a amené des éléments importants, donc dans la transformation des produits, l'ultra-industrialisation, la facilitation de la vie quotidienne avec des produits emballés, transformés, l'accès à des produits d'un peu partout et des dynamiques de prix bas. Et on a une grande distribution et un agroalimentaire un monde agroalimentaire qui est allé dans cette dynamique-là de prix bas de manière importante. Et on voit bien aujourd'hui où ça nous mène et qu'on a des difficultés à exprimer autre chose que pour répondre à l'inflation, on est toujours dans ces dynamiques de prix bas, de tension de négociation, plutôt que de création de valeur et d'engagement. Et donc, en parallèle, et en réaction à ces deux grands mouvements de consommation sur les dernières décennies, consommation et production, il y a eu l'émergence de la bio. Je dis bien la bio comme projet de société. Il y a à la fois la question du bio qui est le côté agronomique et qui est un socle indispensable, je pense que Corinne l'a bien rappelé, mais au-delà de ça, la question de la bio qui est un modèle de société qui veut aller plus loin sur justement toutes ces dynamiques de commerce équitable, d'ultra-transformation, de proposition de valeur, de modèle commercial aussi, de dynamique de modèle commercial et d'engagement. Donc il y a eu la naissance de ce mouvement-là qui a pris de l'ampleur, malgré tout. C'est plus de 11% des surfaces agricoles utiles en France. C'est absolument insuffisant, mais en tout cas, on sent qu'il y a une dynamique et il y a des pays où, comme le Danemark, où on atteint 12% de la consommation en bio aujourd'hui. Et un mouvement de consommateurs citoyens qui s'est mobilisé et qui a notamment permis la création de Biocoop. C'est-à-dire que quand on voit Biocoop un peu regarde Biocoop dans le rétroviseur, on est sur des consommateurs qui voulaient manger différemment, consommer différemment et qui ont monté des associations de consommateurs, des coopératives de consommateurs, qui se sont retrouvés et ont structuré toute une dynamique de rencontre entre cette volonté de consommer différemment, mieux, moins mais mieux, avec des producteurs qui, eux, avaient envie de proposer une agriculture plus saine et meilleure pour la santé à la fois des producteurs, des citoyens et de la planète. Alors, où on en est aujourd'hui, c'est là-dessus que j'essaierai d'avancer. Je pense que dans le rôle il y a le rôle du citoyen, le rôle de l'entreprise et le rôle des pouvoirs publics. Aujourd'hui, on voit dans
capacité d'adaptation ou dans notre vision, en tout cas ce qui est projeté par la société, par les politiques, on fait peser sur les épaules des consommateurs, en gros, la quasi-totalité de la transition et des évolutions qu'on leur demande. On le voit dans la potentielle pénurie d'énergie qu'on pouvait imaginer cet hiver. On a demandé aux gens de mettre des pulls à col roulé et de baisser leur chauffage à 19 degrés, et ça a été à peu près, globalement, la seule réponse politique collective de la société à cet enjeu. Alors, évidemment, à court terme, est peut-être une réponse, mais en tout cas qui manque de vision long terme. Et je trouve que la bio est aussi très intéressante. On a des politiques qui sont globalement gargarisées, en tout cas ces dernières années, de manière assez importante, d'aide à la conversion, d'engagement dans la bio, de subvention, de dynamique vers une agriculture plus vertueuse. Et en fait, globalement, ce qui s'est passé, c'est que ce sont les consommateurs qui ont accepté de payer un peu plus cher pour consommer bio et engager cette transition. Et qu'on voit bien aujourd'hui que ces consommateurs calent. On est dans des questions de pouvoir d'achat, de capacité d'achat et de vouloir d'achat aussi. La part de l'alimentaire dans le budget des ménages n'a cessé de baisser. Mais ce triptyque-là fait que on se retrouve avec des consommateurs qui ont un peu plus de mal, ou en tout cas qui arbitrent et qui ont du mal à acheter en bio. Et on se rend compte que la réponse qui est proposée aujourd'hui, c'est qu'il faut laisser le marché faire, et que le marché, que ça n'est qu'un problème de demande, donc ça n'est qu'un problème de marché. Il faut faire de la pub à la télé, ça va repartir comme tel, mais il n'y a pas derrière la bio un engouement nécessaire, en tout cas de prise de conscience que le bio est une réponse majeure dans l'adaptation et la transition alimentaire qui nous fait face aujourd'hui. Donc, en gros, le consommateur a un rôle, il cale un peu, il faut qu'on l'accompagne. Et ce qui est intéressant, en tout cas, entre la planification, en tout cas l'engagement collectif qu'on doit avoir dans la transition alimentaire et la capacité du consommateur par son achat au quotidien de voter, d'engager une transition, par son achat économique, d'amener des transformations. L'entreprise est à l'articulation de tout ça. Et donc, peut-être un peu évoquer la question du distributeur dans cette question d'adaptation. Pour moi, il a un rôle de réconciliation, je vais le dire de manière très positive, d'articulation, de réconciliation. L'entreprise doit être prescriptrice, selon moi, et pas seulement poser le sujet que de la manière suivante, c'est que c'est le tapis de caisse qui décide. Et on voit bien aujourd'hui que la distribution en général fonctionne dans cette logique-là. On a besoin de radicalité, d'engagement, de sélectionner les produits qui vont dans le sens d'une adaptation et d'une amélioration de la situation. Je vais prendre pour exemple le projet interne à Biocop. On a mené tout un diagnostic sur la question de l'impact carbone de Biocop et de l'écosystème Biocop, de scope 1 à scope 3, donc de la fourche au frigo des consommateurs. On n'est pas été dans la dynamique, dans la logique de Carrefour. M. Bompard a fait des annonces récemment sur ces sujets d'impact carbone. Et en gros, une des réponses, c'était de dire, nous, on demande à nos fournisseurs d'être dans la trajectoire des 1,5 degré de réchauffement climatique maximum, des accords de Paris. Et si les fournisseurs n'y sont pas, on les déréférencera. On ne travaillera plus avec eux, etc. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est de montrer que le distributeur en tant que tel, son impact majeur, il n'est pas dans sa transformation individuelle, c'est pas forcément en revoyant ses approvisionnements, sa logistique, mais bien en travaillant sur son offre. Et globalement, il y a 2 grands chantiers qui nous attendent pour réduire fortement notre émission de gaz à effet de serre collectif sur les produits. C'est les produits laitiers,
Et donc derrière la viande, voilà, on sait très bien hein, qu'il y a la question de l'impact. Et donc comment on traite de ce sujet en accord avec les groupements de producteurs et le monde paysan et les éleveurs. Et ensuite la question de l'import de café, cacao et la question de la déforestation. Et donc de lier fondamentalement la question de l'impact carbone et de la biodiversité. Il ne faut absolument pas déconnecter les deux. Et donc, par exemple, si demain un distributeur, et je pense que on sera les plus à même de s'engager dans cette direction-là, ça va amener beaucoup d'échanges et de débats, mais ce serait de dire que tous nos cafés et nos chocolats sont issus d'agroforesterie. Au moins, nos chocolats sont issus d'agroforesterie, donc sans déforestation. Et là, on aurait un impact important. Et ensuite, la deuxième grand chantier, c'est la question du transport des clients jusqu'au magasin. 90% de l'impact carbone d'un magasin est lié au déplacement de ses clients qui prennent leur voiture pour faire leurs courses. Donc là, ça pose la question du maillage du territoire, des infrastructures de transport en commun, peut-être du déploiement de livraison à domicile, voilà. Et quand je dis clients, mais aussi producteurs locaux, hein, on a souvent l'image du producteur local qui a un faible impact. Et en fait, sur le transport, il vaut mieux livrer des plateformes et se faire livrer par camion que de se faire livrer par des kangous individuellement, 3 kg de salade, etc., par livraison. Voilà. Donc, je caricature un petit peu, mais en tout cas, on rentre dans des dynamiques-là et on se rend compte que le distributeur, son rôle, au milieu de tout ça, c'est de mettre les gens autour de la table, en tout cas c'est comme ça qu'on le voit, de coopérer, de s'engager ensemble dans des dynamiques qui nous permettent de répondre à des questions qui sont quand même très complexes. Voilà, il n'y a pas d'agriculture sans élevage, on ne va pas se passer d'élevage, mais comment on améliore l'ensemble de ces sujets-là. Et ensuite, pour terminer, hein, je vais essayer de pas être trop long, et je pense que les questions sont presque plus intéressantes. C'est la question des pouvoirs publics et de la planification. Aujourd'hui, et c'est très criant en ce moment, au moment du salon de l'agriculture, on a un manque je le dis clairement, il y a une indifférence totale à ce sujet de transition. On a une incapacité collective à sortir de cette logique productiviste. Et je pense qu'une des raisons fondamentales, c'est que la France est certainement à juste titre a une très haute estime de son agriculture et estime que à la fois sur l'aspect agricole et à l'aspect alimentaire, on est le meilleur pays du monde. Donc, on a déjà une agriculture qui est vertueuse, on a une alimentation incroyable, une gastronomie incroyable, des terroirs avec des fromages, des charcuteries à tout niveau et donc et en plus on exporte assez massivement, pas l'ensemble de notre agriculture, mais en tout cas on a voilà sur nos vins, nos champagnes, c'est une forme de valorisation d'un savoir français important et toute dynamique qui remettrait en question un petit peu ça ou qui le questionnerait est très compliquée à assimiler par la société. Et donc, effectivement, quand on parle de bio, en creux, on dit que notre agriculture, en fait, pollue aussi. Quand on parle d'engrais, aujourd'hui, on importe près de 2 milliards d'euros d'engrais par an. Donc, ça nous plombe notre déficit commercial. Donc, et évoquer l'ensemble de ces sujets-là sans remettre en question quelque chose de profondément ancré, c'est assez difficile. Et donc, on a besoin justement de pouvoirs publics et de politiques qui nous permettent de dépasser ça, et ça se fera pas en 2 ans. On a vu, le Sri Lanka, dans un contexte très compliqué, a voulu aller très vite dans la transition et a estimé que l'import d'engrais plombait leur déficit commercial et que du coup de chimie, et donc ils ont été assez radicaux dans le passage au bio, et ça a été très compliqué. Mais il y a d'autres démarches qui ont pris, notamment dans le nord de l'Inde. Il y a une démarche qui a été menée sur une dizaine d'années, et en fait ça fonctionne. Ça fonctionne. Cette région de l'Inde, je vais vous retrouver le nom de la région, est aujourd'hui 100% bio et engagé. Se pose la question maintenant des débouchés, mais en tout cas c'est possible.
Et ce manque de planification aujourd'hui est pour moi le problème majeur, mais je pense que c'est à la fois dans l'alimentation, dans la transition énergétique, dans la construction, les logements. On a besoin d'un plan sur 20-30 ans. Et on voit que nos collègues européens, eux, sont entrés dans ces dynamiques-là. Les Pays-Bas ont mis 2 milliards d'euros sur la table sur la transition par le bio importante. L'Espagne a mis le paquet sur les fruits et légumes et veut redevenir le pays numéro 1 exportateur de fruits et légumes bio en Europe. Et l'Allemagne est en train d'orienter 30% de ses budgets de recherche agronomique sur la bio. On a bien compris que au-delà de la recherche et du développement du bio en tant que tel, la recherche en bio améliorera la réduction des pesticides sur l'agriculture conventionnelle et permettra d'éviter de se retrouver dans les situations des betteraviers qui, malgré les quelques années de capacité de transformation ou de transition, on n'a rien fait et on se retrouve dans des situations de difficultés pour le monde agricole, parce que l'idée c'est bien de protéger les paysans et d'engager cette transition de manière la plus douce possible, mais au service de notre adaptation et de notre engagement. Voilà, je vous parle pas des méga-bassines, de tous ces sujets annexes, connexes, mais qui sont évidemment aussi importantes que le reste, mais je suis tout oui, et puis je pense que Corinne aussi pour les questions et qu'on ait un échange avec vous. Merci Pierrick. Margot, avons-nous des questions? Alors, une première remarque. Il faut être très vigilant. La révolution verte a été axée sur la production en quantité. Cela a été fait sans anticiper sur les impacts environnementaux ni sur la qualité nutritionnelle. Nous voyons le résultat, perturbation des écosystèmes et une qualité nutritionnelle pauvre et de surcroît riche en résidus toxiques. La révolution actuelle à réaliser doit effectivement tenir compte du réchauffement climatique, mais doit mettre un point d'orgue à produire riche nutritionnellement et pauvre en résidus toxiques. Ça me paraît tout à fait juste comme affirmation. On a, je vais laisser exprimer, mais c'est vrai qu'on a un modèle qui est terriblement productiviste et dont on essaye de persuader nos concitoyens qu'il est indépassable, qu'il n'y a pas de solution autre. Et c'est un changement d'imaginaire dans ce domaine-là comme dans beaucoup d'autres. Et c'est à ça, en fait, que l'on se heurte. Et c'est ce qui est le plus difficile à changer, c'est il y a les habitudes, mais au-delà des habitudes, c'est la manière dont les gens se représentent leur futur. Et le fait d'avoir un modèle bio, c'est effectivement, pour le monde agricole, quelque chose qui est une forme de, surtout pour les plus anciens, si je puis dire, de remise en cause complète de ce qui leur paraît l'évidence. Je ne sais pas ce que tu penses, Eric. Oui, alors ça m'évoque deux choses. Il y a déjà, je pense que dans la remarque, il y a la question d'une perception systémique de la situation. Et évidemment, c'est complexe. C'est complexe parce que oui, on a appauvri les sols. Oui, manger bio, c'est meilleur nutritionnellement. Mais oui, la transformation des produits, on peut aussi manger bio et manger ultra transformé, gras et voilà. Et donc, comment on intègre l'ensemble de la matrice, quoi, que la matrice soit complète. Et la question du récit collectif, elle est hyper importante parce qu'aujourd'hui, notamment sur tous les acteurs qui sont dans la logique de transition, et je suis aussi présent au mouvement Impact France, c'est des échanges qu'on a souvent, en fait, de se dire, mais comment on arrive à sortir de cette dynamique punitive dans laquelle on nous cantonne, c'est-à-dire que, en gros, manger bio, déjà, c'est pas pour tout le monde, c'est que pour les riches. Et ça, c'est questionnable, parce que je pense que si on intégrait l'ensemble des coûts évités, des externalités négatives, positives dans l'alimentation, je pense que le bio serait moins cher que le conventionnel. Si on mettait la pollution de l'eau, voilà. Donc, il y a ce sujet du récit collectif. Tout le monde veut bien manger, tout le monde veut manger sainement. Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais personne qui m'a dit je veux pas manger bio, etc.
C'était même une des revendications des Gilets jaunes, de nous, d'avoir accès à ça, en fait, d'avoir accès à une bonne alimentation. Et pour moi, c'est un sujet éminemment politique. Et la question du récit, si on dépasse un petit peu la question du bio, c'est que cette vision systémique, on a du mal à l'incarner, à l'intégrer, parce qu'on est encore dans les codes de l'ancien monde. Donc, sur l'agriculture, on est sur le modèle productiviste, et dès qu'on sort de ça, en gros, vous pourrez pas nourrir le monde, de toute façon, plus personne veut être paysan. Donc, de toute façon, ce mouvement est inéluctable, il y aura de moins en moins de paysans, il va falloir industrialiser, il faut continuer le productivisme parce que notre blé est meilleur que le voisin et les Allemands font pas ceci, il y a du dumping social, etc. Et c'est pareil sur la dynamique économique. On est encore sur, en gros, le capitalisme, le communisme, ça n'a pas marché et on a du mal à trouver un modèle, un récit collectif autour d'un modèle de société, de vivre ensemble, alors qui passe par l'économique, mais pas que, qui serait simple à expliquer et qui serait pour une meilleure vie, quoi. Je sais pas comment l'exprimer autrement. Enfin, on voit bien qu'on va dans le mur avec le modèle actuel, la financiarisation, etc. Et on a du mal à proposer un récit politique collectif qui sort de la caricature. On n'aura plus le droit de prendre l'avion, on pourra plus faire ça. On n'aura plus le droit de manger de la viande, on peut plus le droit de faire de barbecue. Même si les sujets de fond sont réels et concrets, aujourd'hui, notre discours collectif sur ces sujets-là, il est caricaturé et cantonné à du punitif. Et voilà, c'est un vrai gros sujet de politique, de récit politique. C'est passionnant, mais on n'a pas trouvé la solution malgré toutes les dynamiques collectives qu'on a mises en place. Autre question? Pouvez-vous donner des chiffres sur l'évolution de Biocop dans le temps, producteur-consommateur? Ça, c'est pour toi. Oui, sur l'évolution de Biocop dans le temps, donc producteur-consommateur, quelques chiffres, quelques chiffres clés. Bon, je vais en donner quelques-uns. Donc Biocop est né en 86, on va bientôt avoir 40 ans. Aujourd'hui, on a 760 magasins. Répartis un peu partout sur le territoire. On travaille avec plus de 10 000 producteurs bio. Donc, presque un producteur sur 5 travaille avec Biocop, soit de manière à travers des groupements de producteurs. Donc, on a une vingtaine de groupements de producteurs, souvent sous format coopératif, qui sont sociétaires. Ça représente à peu près 3600 fermes. Et les producteurs locaux qui travaillent en direct avec les magasins. Aujourd'hui, on fait un peu plus d'1,5 milliard de chiffre d'affaires, donc ça s'est un peu réduit. On a fermé une trentaine de magasins l'année dernière, on en a ouvert une quarantaine. Et cette année, on risque d'en fermer encore. Il y a une structuration de marché, mais qui est pas grave. C'est difficile humainement, hein. Voilà, c'est difficile, mais voilà, ça fait partie de la vie des marchés. Et ça, je m'en accommode. J'ai beaucoup plus de difficultés à accepter le manque de soutien à l'amont. Il y a vraiment une crainte de perdre toutes ces belles filières qu'on a construites depuis longtemps et de se retrouver demain à acheter notre porc au Danemark ou nos fruits et légumes en Espagne, alors que on a construit des filières incroyables. Les consommateurs, aujourd'hui, on a en gros chaque année 6 millions de foyers qui se fournissent chez Biocop. Alors ça peut être pour certains une fois par an, pour d'autres de manière beaucoup plus récurrente, mais en tout cas, moi je suis assez optimiste dans le sens où déjà Biocop s'en sort moins mal que les autres. Sur un marché qui a décru en 2022 de 12%, nous on a décru de 6%. Il y a eu 220 fermetures de magasins spécialisés, dont 35 de Biocop. Donc, on est relativement à notre poids, on est moins impacté. Et on voit depuis plusieurs mois une hausse de la fréquentation. C'est-à-dire qu'on est plutôt sur des arbitrages de budget par les consommateurs, mais ils continuent à venir et ils viennent de plus en plus. Donc, moi, je pense que le sujet, il y a toujours une appétence pour la bio. Donc cette bio écosystémique, cet engagement pour une alimentation vertueuse globalement, en tout cas le plus possible. Hein, ça ne veut pas dire que on est parfait, mais en tout cas, c'est comme le label bio, il n'est pas parfait, mais c'est le meilleur. Et moi, en tout cas dans la bio, je pense qu'on n'est pas parfait, mais qu'on est la meilleure proposition aujourd'hui et que les consommateurs le
le reconnaissent. Donc ça, c'est un point important et encourageant qui nous montre que cette ambition pour la transition, elle est toujours intacte et forte. Après, l'enjeu, et c'est de ça dont on parle, je pense, aujourd'hui, c'est que pour engager la transition alimentaire, il faut que le marché bio sorte bien du marché de niche. Et là, l'enjeu, c'est que le risque, c'est que le marché bio retourne dans un marché de niche, donc en dessous de 4-5% de consommation. Et là, bah oui, effectivement, ça restera réservé à une tranche de la population. On n'aura pas réussi le pari d'une forme de démocratisation et d'engagement collectif. Mais là, pour le coup, et au-delà du marché, il faut changer les règles de marché et planifier la transition agricole. Autre question? Alors, comment inciter les distributeurs à revoir leurs offres? C'est encore pour toi. Ouais, bah, quand je vois les comportements des distributeurs, moi, je pense qu'il ne peut y avoir qu'une forme que de la réglementation. En tout cas, ça sera un impact majeur parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans le discours et le greenwashing, c'est-à-dire que tant que la bio a été, je crois en 2020, à 80%, était à hauteur de 80% de la croissance, pesait pour 80% de la croissance des grands distributeurs. Donc, même en étant tout petit, la croissance était telle qu'elle pesait fortement. Et donc, ça, de manière opportuniste, il y a eu un engagement. Et là, on voit un désengagement total. Donc, moi, je crois beaucoup dans la réglementation. C'est-à-dire que, soit dans le cadrage du marché, c'est de dire, en gros, on installe des systèmes soit de pollueurs-payeurs ou de vertueux. Enfin, voilà, le Danemark l'a fait. Hein, il taxe les pesticides pour financer la bio. Demain, on pourrait taxer le plastique chez les grands distributeurs pour financer le vrac. J'en sais rien. En tout cas, ces démarches-là, elles pourraient être intéressantes. La question de la fiscalité, comment jouer sur la TVA pour rendre plus accessibles les éléments. Et ensuite, on voit bien avec la loi Egalim, là je lisais ce matin une interview de Dominique Schelcher qui disait que les revenus des paysans en 2022 ont augmenté de 22%. Donc, il faut que je vérifie ça, que je vois un petit peu d'où est tiré ce chiffre-là, mais ça veut dire que quand on protège le revenu des paysans dans la loi Egalim, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et donc, comment on arrive à... Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est la prime au vice pour les entreprises. Aujourd'hui, quand on est dans le textile, franchement, quel est l'intérêt économique de faire du Made in France? Quand on est dans l'alimentation bio, voilà, pour un distributeur généraliste, quel est son intérêt de vendre du bio aujourd'hui? Il en a pas. Il vaut mieux, comme la logique c'est le prix bas, ou le prix, l'inflation, le prix, vaut mieux mettre en concurrence l'ensemble des paysans à l'échelle européenne. Voilà, hier il y avait l'ouverture d'un magasin discount à tout juste dans les Cévennes. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. La promesse c'est de dire les fournisseurs, les producteurs sont au capital, et donc en étant au capital, ils vont toucher une partie de la rétribution, de la réussite du magasin, et donc proposer des prix. Et il y a du poulet de Pologne en barquette de 500 grammes, voilà. Donc en fait, on change pas notre modèle, et donc on reste dans des promesses privées, engagements privés. Donc pour moi, le grand sujet, c'est la réglementation, et ensuite il y a la question de la visibilité du name and shame. Je pense qu'à un moment donné, il faudra rentrer là-dessus, soit une notation produit avec le Planet Score qui permettra de réorienter la consommation, et ensuite que comme on l'a fait sur la diversité, enfin l'égalité homme-femme, qu'on commence à avoir des notations d'entreprise. C'est vrai que par exemple le mouvement Impact France travaille sur l'impact score, voilà, mais que ce soit obligatoire, public, et que on dépasse ces dynamiques de greenwashing, voilà, de grands éléments. Mais ça, en gros, ça passe toujours par de la réglementation, parce que si on laisse le marché faire uniquement, on voit bien, il y a un plafond de verre pour l'ensemble des entreprises vertueuses, et dans des dynamiques, dans des contextes comme aujourd'hui. Ce qui est terrible, c'est que les entreprises les plus impactées sont les entreprises les plus exigeantes et les plus cohérentes.
partout, soit dans le textile. Là, on voit les difficultés d'Enercop sur l'énergie qui a dû aller se reconnecter au réseau, reprofiter des prix du nucléaire pour pouvoir sortir la tête de l'eau sur les 3 prochaines années. On voit bien qu'en fait, tous les modèles qui ont été construits sur le plus d'exigences et d'engagement possible se retrouvent pénalisés fortement aujourd'hui parce que le cadre réglementaire et le cadre de marché ne leur donne pas le devant dans le. Je parle peut-être beaucoup, hein. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions ou pas. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Margot? Oui, il y a d'autres questions. Quels sont vos liens avec les autres acteurs européens? On a des liens avec les acteurs donc au sein de l'IFOAM, hein, on a une structure basée à Bruxelles, européenne, qui est un bureau de lobbying pour défendre la bio auprès des instances européennes. Donc on a des rencontres avec les distributeurs spécialisés européens, donc c'est intéressant, hein, il y a des visions différentes, hein. La vision de la bio allemande est beaucoup plus décomplexée sur la partie industrielle. Voilà, j'ai visité une ferme de 3000 vaches bio, un élevage de 3000 vaches bio dans l'est de l'Espagne. Voilà, c'est complètement décomplexé. Mais en même temps, il y a donc quelque chose qu'on ne verrait pas en France. Hein, c'est pas notre vision de la bio. Mais en même temps, sur le bien-être animal, c'était intéressant. Il y avait des choses intéressantes aussi. Voilà. Donc on a des contacts. Bon, après, je sais pas exactement ce qu'il y a derrière la question. Voilà, mais on reste quand même malgré tout des tout petits acteurs. Hein. Biocop est le plus gros acteur européen aujourd'hui dans la distribution. Il y a peut-être Denre en Allemagne qui est à peu près similaire en taille, mais sinon des réseaux un peu engagés, militants de distributeurs sont soit tout petits, soit quasi inexistants. Mais il y a des échanges. Et la prochaine rencontre d'ailleurs a lieu chez Biocop en avril. Autre question? Alors, c'est la même personne qui a posé la question précédente qui nous dit qu'elle n'a pas compris le nom du lobby à Bruxelles. IFOAM, IFOAM, l'IFOAM Europe. Très bien. Alors, autre question, cette fois-ci pour Maître Lepage. Est-il constaté un retard de la France sur le respect et l'application des normes européennes en matière environnementale? Si oui, pourquoi? Et si oui, quel recours possible? Alors, globalement, je dirais oui. Alors, il y a des domaines dans lesquels on est un peu meilleur. Enfin, globalement, si vous prenez les nitrates, on n'est toujours pas capable d'appliquer convenablement une directive qui date de 1989 quand même. On est en 2023. Si vous prenez les normes de pollution de l'air, on n'est pas dans les clous. Si vous prenez l'eau, on n'est pas dans les clous. Si vous prenez alors, les pesticides, on vit un peu beaucoup avec des dérogations. On en a eu un des récents exemples avec les néonicotinoïdes. Voilà. Alors, pourquoi ça? Parce qu'on a un modèle qui est particulièrement productiviste et, je dirais, un état d'esprit à l'égard de la législation environnementale qui n'est pas positif. C'est-à-dire, au lieu de considérer que la réglementation environnementale est une réglementation à la fois protectrice de l'environnement et des individus, de leur santé, et à la fois très intéressante pour le monde économique parce que c'est une source d'innovation et de transformation, on considère sans arrêt que ce sont des freins et des contraintes. Donc, si vous voulez, il y a vraiment un problème d'état d'esprit à l'égard des questions de normes environnementales. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des recours et on se fait taper dessus, à juste titre. Voilà. Là aussi, très franchement, on a un problème de vision, en fait, de vision de à quoi ça sert. Et puis, quand vous avez, je ne vais pas faire de polémique, ce n'est vraiment pas le lieu, mais qu'à longueur d'année, on vous dit qu'il faut simplifier, réduire les autorisations, les études d'impact, la démocratie environnementale, parce que ça prend du temps et que ça tarde des coups. Ça n'aide pas non plus, hein. Pas du tout.
donc, on a des performances qui sont mauvaises, de manière générale. Alors, ensuite, il peut y avoir des domaines dans lesquels on est un peu meilleur. Mais voilà, globalement, c'est le point que je défendrai. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Pierrick. Oui, oui, bah, je suis assez, enfin, moi, je suis moins expert des réglementations européennes telles quelles, mais en tout cas, j'ai été surpris de l'annonce de Madame Borne en disant, bah, on va appliquer stricto sensu les réglementations européennes. Et moi, ma première réaction, ça a été celle-là, ça a été de dire, bah, déjà, oui, ok, allons-y, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'en plus, on se surestime par rapport à ça, et que c'est plutôt l'Europe qui nous fait bouger Oui. que nous-mêmes. C'est-à-dire que on s'est fait taper sur les doigts sur la bio, sur la déclinaison nationale de la PAC en disant que la France n'allait pas assez loin, etc. D'ailleurs, Monsieur Fesneau a dû réarbitrer. Alors c'est presque à la marge, mais en tout cas, il a dû poser un réarbitrage assez vite quand il a été nommé sur les aides au bio et notamment l'équilibre entre les aides au bio et les aides à HVE. Donc j'ai pas encore compris exactement ce qu'il y avait derrière la position de la première ministre. C'était est-ce que c'est pour faire bouger l'agriculture et dire si on va aller plus loin et donc engageons-nous dans cette transition, ou c'était une manière de les rassurer en disant on appliquera en pensant qu'on est déjà les meilleurs. Mais voilà, je confirme en tout cas. Je pense que surtout, ça veut dire qu'on les applique pas. Et moi, c'est la première réaction que j'ai eue. Oui. Si on va appliquer, ça veut dire qu'à ce jour, on le fait pas. Première observation quand même. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, une autre question. Alors, ça prend la suite de la question qui vient de vous être posée, Madame Lepage. Quel recours les particuliers ont-ils? Les particuliers, ils peuvent maintenant, il y a une jurisprudence qui est quand même assez bien fixée. Quand on demande à l'État d'appliquer les réglementations et de tenir les normes qu'il doit tenir, s'il ne le fait pas, on peut saisir le Conseil d'État et demander une injonction. Alors, ça a été fait pour la pollution de l'air, c'est ce que je fais actuellement sur les questions climatiques dans l'affaire de Grande-Synthe. Ce sont des actions qui marchent très, très bien. Il y a d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions. Très bien. Mais écoutez, il me reste à vous remercier avec quelques minutes d'avance, à vous donner rendez-vous dans 15 jours. Quel est notre thème sur l'adaptation dans 15 jours? La construction. La construction. Très bien. Voilà, donc nous parlerons construction et adaptation au dérèglement climatique. Merci de votre attention et bien entendu, ce webinaire est susceptible d'être vu en replay sur notre chaîne YouTube. Un grand merci Pierrick pour ces interventions tout à fait passionnantes. Merci à tous et bonne après-midi. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.